Hello. Hello. Vous m'entendez? Bonjour, je t'entends Alexis. Bonjour messieurs. Alors. Bonjour. Bonjour. Ouais. Ouais, allô? Oui. C'est bon, vous m'entendez? Très bien. Bon, génial. Bah, merci, merci à vous. Donc, avant d'admettre tout le monde, là, il y a une vingtaine de personnes en attente. Je crois qu'il y a, j'ai admis quelques personnes de l'équipe. Il y a Thibaut qui est là, je crois. Donc, bah, merci, merci de nous rejoindre. Donc, on va laisser quelques minutes pour démarrer. Et ça fait évidemment très plaisir de vous avoir tous ici autour de moi pour discuter de ce sujet hyper important. Donc, attendez, je vais démarrer l'animation, mais dès que on sera bien prêt. Fériol va m'aider à animer. Tu peux t'occuper de donner la parole à tout le monde et d'admettre tout le monde dans le webinaire. Oui, oui, oui. Je me concentrer sur les échanges. Ok, excellent. Donc là, il y a voilà, ça vous va? On attend quelques minutes. Oui, bien sûr. Bon, voilà. Comme on est déjà à 28 et qu'on est à l'heure, je vous propose de commencer et donc de vous présenter. En tout cas, voilà, merci aux 3 intervenants qui ont accepté de participer. Donc, tous des experts et du numérique et des sujets climatiques. Donc, ça me fait évidemment très plaisir de les recevoir ici. Alors, moi, je suis personnellement à la Station F. On brave le confinement, mais pour les autres, c'est un vrai plaisir. Donc, ce webinaire, on voulait vous en parler parce que c'est un sujet qui est évidemment d'actualité, l'empreinte carbone, le réchauffement climatique et plus particulièrement celle du numérique, puisqu'on est aussi dans une période où le numérique prend de plus en plus de place et est souvent accusé en fait de contribuer au réchauffement climatique alors que peut-être il fait partie de la solution. Et puis plus spécifiquement, parmi donc les solutions, on voulait réfléchir un peu finalement aux thématiques de compensation et de savoir si c'était en soi un problème, une solution ou pareil, est-ce qu'on ne s'achetait pas un droit à polluer. Je pense que voilà, c'est l'occasion d'en débattre avec des experts. Je vous propose d'en discuter pendant à peu près 45 minutes, de donner la parole à chacun des intervenants ici, de présenter un peu son approche du sujet. Toutes les personnes qui nous écoutent sont invitées à poser des questions dans le chat et on essaiera dans les 10-15 minutes qui nous restent à la fin d'y répondre au mieux. Pour ma part, j'ai certainement un avis sur tous ces sujets, mais je brimerai mon propre naturel à parler trop pour laisser s'exprimer les intervenants. Et donc, je vais commencer par les présenter. Alors, tout d'abord, dans l'ordre de ceux que je vois, je voudrais présenter Guillaume Pantou, qui est d'ailleurs aussi à Station F, mais dans un autre endroit, qui est architecte de formation, spécialisé dans les systèmes d'information géographique, qui a cofondé la start-up Stock CO2. Et il en parlera bien évidemment mieux que moi, mais de ce que je comprends, qui consiste à proposer des projets de compensation carbone localisé en France, labellisé par le ministère de la Transition écologique. Et donc, on peut dire que l'ADEME, le ministère, encourage la compensation.
Donc, c'est quand même un signal fort. On a également Gilles Babinet, qu'on ne présente plus, qui nous a fait l'amabilité plusieurs fois de participer à des webinaires avec nous et de partager un peu de son expertise, qui est vice-président du Conseil national du numérique, qui conseille l'État français depuis longtemps sur les questions digitales en France, au niveau européen, Digital Champion, et qui a une forte expérience du monde des startups et de l'entrepreneuriat, et qui récemment a réfléchi beaucoup aux interactions entre les deux sujets chauds du moment, que sont l'environnement et le numérique. Et puis Thibaut Ben-Khelil, qui est un spécialiste des questions environnementales, qui travaille chez Greenflex, qui est un des plus grands cabinets de conseil sur le sujet, et qui connaît lui-même particulièrement bien les questions du numérique. Donc, je vais leur laisser la parole tout de suite, juste pour poser un petit peu la problématique. Pourquoi est-ce que la question de l'empreinte carbone du numérique est importante et celle de la compensation? Le numérique, c'est à peu près 4% des émissions mondiales. C'est donc, alors, selon les études, il y a des variances, mais c'est à peu près l'équivalent du secteur aérien. La part du numérique dans les émissions totales a tendance à augmenter, plus que proportionnellement à la part du numérique dans le PIB. Donc, principalement à cause des terminaux mobiles, en fait, plus que l'usage des softs. Donc, la contribution du numérique à l'effort de réduction de l'empreinte carbone est évidemment essentielle. Il faut mettre ces chiffres au regard des accords de Paris qui imposent, je vous le rappelle, de diviser les émissions mondiales par 4 d'ici 2050 pour atteindre la neutralité carbone. On sait que la neutralité carbone ne peut pas être atteinte seulement en réduisant les émissions. Ce n'est pas possible. Donc, il y a forcément un travail de contribution ou de compensation carbone. Donc, je pense que voilà, les intervenants pourront préciser un certain nombre de choses. Juste quelques derniers chiffres sur le Green IT. Aujourd'hui, 2/3 de ces émissions du numérique proviennent plutôt de la fabrication des terminaux, les ordinateurs, les smartphones. L'usage consommant beaucoup moins. Et alors, on regarde souvent le numérique comme une source d'émissions, mais je pense qu'il ne faut pas avoir une analyse, comme dit l'autre, hémiplégique. C'est comment contribue-t-il aussi aux émissions des autres secteurs. Donc, vous pourrez en débattre. Je propose de commencer par Thibaut, pour cadrer un peu le débat. Peut-être que vous pouvez nous dire un mot, votre réflexion sur le sujet, et peut-être plus largement sur ce que vous pensez de la neutralité carbone et particulièrement appliquée à ce secteur du numérique. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, merci beaucoup. Oui, bonjour à tous et merci d'être là. Merci à Greenly, bien sûr, de m'avoir proposé cette intervention. Je suis content de pouvoir parler du carbone, du sujet du numérique. Alors, on parle, et vous en avez parlé, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce qu'on a en ligne de mire, c'est cette fameuse neutralité carbone dont tout le monde parle de plus en plus ces temps-ci. On a même des annonces un petit peu fanfaronnes de bière négative en carbone, de compensation du carbone de ces 30 dernières années. Juste, je voulais rappeler quelques mots sur la neutralité. La neutralité, elle a été définie à une échelle territoriale par le GIEC, et c'est une situation finalement où les émissions anthropiques de gaz à effet de serre net sont compensées par des éliminations anthropiques, alors c'est un terme un petit peu barbare, de gaz à effet de serre au cours d'une période donnée. C'est important. Donc ça veut dire que finalement, à une échelle territoriale, il faut qu'on puisse avoir toutes les émissions qui sont issues du charbon, du gaz, des produits pétroliers, mais aussi de la déforestation, de tous les fertilisants, d'un certain nombre d'autres sources d'émissions, qu'on puisse derrière venir compenser ou équilibrer, ça dépend du terme qu'on peut utiliser. On doit compenser ça par ce qu'on appelle des puits de carbone naturels, et donc travailler sur une action des hommes, des sociétés, des organisations sur le sol, la forêt et l'océan. Donc ça, c'est le cadre vraiment de cette neutralité. Et cette neutralité, aujourd'hui, c'est un objectif pour la France, pour l'Union européenne, pour un certain nombre d'autres États. On a beaucoup parlé ces dernières semaines de la Chine qui s'est fixé cet objectif, du Japon également plus récemment. Et ça pose la question,
ce sujet de la neutralité, quelles actions individuelles au niveau des entreprises et quelles actions individuelles au niveau des différents secteurs. On parle ici du numérique. Il y a des chiffres très justes qui ont été rappelés sur l'impact de la fabrication versus l'utilisation, que ce soit des terminaux, que ce soit une utilisation dans le cadre de data center. Ce qui est sûr, c'est que quel que soit le secteur qu'on regarde, quelle que soit l'entreprise qu'on regarde, il y a une phase de réduction et se pose la question comment on va au-delà de cette réduction. La réduction pour l'IT, ça peut tout à fait être travailler sur la durée de vie, la réparabilité du matériel, travailler sur l'efficacité des data centers, etc. On pourra peut-être en discuter. Et donc la question, c'est comment on va plus loin que ça. Et comment on va plus loin, c'est finalement derrière, en développant des produits et des services qui sont bas carbone et qui vont venir éviter des émissions, et en venant également financer des projets pour éviter des émissions ou pour derrière venir accroître les puits de carbone naturels. Donc ça, c'est des grandes pistes de solutions qu'on retrouve plus ou moins dans la définition de compensation, puisque la compensation, c'est finalement un financement de projet pour des émissions évitées ou pour un accroissement des puits. Et se pose la question, au-delà de la réduction, qu'est-ce que je fais et on va pouvoir en parler et en discuter tous ensemble, comment je finance des projets qui ont du sens pour le secteur du numérique, qui ont du sens pour mon entreprise en termes de proximité, en termes de bénéfices environnementaux, sociaux et en termes de lisibilité et d'ambition également. Voilà, je voulais juste poser ce sujet, mais comme je ne veux pas parler 20 minutes, on va continuer. Merci beaucoup Thibaut, et je pense qu'on y reviendra. Peut-être pour donner la parole à Gilles, qui connaît extrêmement bien le secteur du numérique. Enfin, on en a discuté ensemble. Le numérique est souvent pointé du doigt uniquement comme une source d'émissions. Ce n'est pas que cela. Et donc, je voulais te poser la question de savoir comment est-ce que tu pensais l'impact global du numérique par rapport à cette question du réchauffement, et aussi, bien sûr, avoir ton avis sur la compensation. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien. Impeccable, magnifique. Merci Alexis d'avoir organisé ce webinaire. Effectivement, le sujet, moi je suis un peu rentré dedans ces derniers temps parce que j'entendais beaucoup de choses qui me semblaient questionnables. Et en particulier, j'ai pris la parole lorsque le Shift a sorti son rapport sur les externalités du numérique, parce que je pensais qu'il y a deux choses qui étaient, enfin il y a plus que ça d'ailleurs, il y avait un certain nombre d'éléments sur lesquels il me semblait nécessaire de rebondir. D'abord sur les trajectoires de croissance de la consommation du numérique. Je pense que c'est important de le comprendre, mais si vous voulez, le smartphone que j'ai dans les mains, il consomme 11 watts. Il y a des smartphones qui sont en train de sortir, qui sont avec des gravures en 0,5 nano, qui vont plutôt consommer aux alentours de 6 à 7 watts. Le desktop que j'avais sur mon bureau quand j'ai eu mon premier micro-ordinateur, il consommait 450 watts. Voilà, et sa puissance, c'était probablement une toute petite fraction de la puissance du smartphone qui est là, peut-être un centième de la puissance, même pas, peut-être un millième de cette puissance. Donc il y a quelque chose qui s'exprime de façon assez forte, qui est une forme de loi de Moore. Et je pense que ça, c'est pas pris en compte dans différentes trajectoires telles que je les vois, parce que en fait, ça fait mentir la tendance qu'on a observée ces dernières années. C'est-à-dire que, en gros, en équivalent virtual machine dans les data centers, on a eu au cours des 16 dernières années à peu près 1 fois 150, et on a 6% de plus de consommation. Je parle uniquement des data centers. Donc, je pense que voilà, il y a une modélisation qui est questionnable et qui mérite d'être étudiée. L'Agence internationale de l'énergie a fait des scénarios qui sont très très différents de ceux du Shift. Et je pense que voilà, on a besoin d'avoir une base raisonnable avant toute chose pour commencer ces travaux. Et puis le deuxième aspect qui moi me semble jamais pris en compte, c'est les externalités positives du numérique. Donc
Alexis et moi, on a signé il y a quelques jours une tribune dans Le Monde qui parlait largement de ce sujet. Et moi, j'ai un chiffre qui horripile les gens avec qui je débatte ce sujet, généralement les gens issus de la frange un peu radicale de LV, c'est par exemple l'optimisation des supply chains. C'est-à-dire que les supply chains ont gagné en performance de façon incroyable au cours de ces 20 dernières années. Les camions sont mieux remplis à un facteur 14% en l'espace de 16 ans. Et ça, c'est grâce à la technologie. Et donc, dans un monde qui, par définition, est fini, je pense qu'on s'accorde tous là-dessus, l'objectif, c'est de mieux utiliser les ressources. Et pour moi, l'outil principal d'optimisation, c'est-à-dire de création de gains d'opportunités, c'est la technologie informationnelle. Et là, je crois qu'il y a un débat qui n'a pas encore eu lieu et qui est vraiment intéressant. Et la 5G était les prémices de ce débat. C'est finalement comment est-ce qu'on passe d'un numérique qui est largement consumériste. Moi, j'ai encore reçu hier une super offre pour me réabonner chez mon opérateur de télécom et avoir le dernier smartphone. J'ai pas très bien compris, mais en gros, c'était entre 0 et 100 euros pour avoir le truc dernier cri. Donc ça, c'est totalement délirant. On devrait réglementer ça, on devrait l'interdire en fait. Ni plus ni moins, parce que ça n'a pas de sens. On devrait faire en sorte que on interdise la subvention des terminaux, à moins que ce soit un primo-équipement. C'est un exemple. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on passe d'un numérique qui est consumériste à un numérique qui est tourné vers l'environnement. Et je pense que au-delà de ça, c'est la même question pour l'ensemble de notre société. Comment on passe d'une société qui est largement consumériste, où on est envahi de publicité, d'occasions d'achat, et d'une façon générale, la régulation, les pouvoirs publics, les modèles politiques sont organisés autour de cette idée qu'il faut créer de la consommation parce que c'est bon, et que là, il faut absolument qu'on sorte du déconfinement parce qu'il faut qu'on puisse acheter des tas de trucs inutiles pour Noël, et à un modèle où la principale préoccupation, c'est finalement de nous sauver dans cet écosystème défaillant et ce modèle qui est défaillant. Et là, je pense que ce modèle-là, c'est un impensé. C'est largement un impensé. Moi, il se trouve que je suis récemment intervenu dans des écoles d'ingénieurs sur ce sujet, des gens qui souhaitaient travailler sur ces enjeux-là, avoir des modèles multifactoriels. J'étais très surpris de voir que voilà, le niveau d'élaboration de ces systèmes-là, il est extrêmement faible. Le monde dans lequel on rentre, c'est vraiment un monde de complexité. C'est un monde tel que le décrivait Michel Serres de façon assez large. Malheureusement, on est très mal équipé pour faire ça et il va falloir qu'on le fasse de façon accélérée. Merci beaucoup, Gilles. Et alors, pour donner la parole du coup à Guillaume sur la partie compensation, donc dans cette triptyque mesurer, réduire ces émissions, et comme on sait qu'on ne peut pas les réduire entièrement, même si on comprend que le numérique peut être un facteur d'émission et de réduction, reste la partie subsidiaire. Enfin, on ne sait pas aujourd'hui faire de croissance, on ne sait pas produire sans émettre. Et donc, la nécessité d'aller absorber autant de carbone qu'on a pu en émettre. Et donc là, on arrive sur des projets de compensation. Pour le coup, chez Grigny, on a regardé, on a benchmarké, on s'est aperçu que l'essentiel de ces projets était à l'étranger, donc dans des pays en voie de développement, des protections de forêt, la substitution d'énergie par d'autres moins carbonées. Il y en a peu en France, et donc c'est pour ça que j'étais content de pouvoir en discuter avec Guillaume. D'abord, avoir son avis sur la compensation en général, comme solution, et puis peut-être plus précisément que tu nous racontes comment ça marche quand on fait cette compensation en France. Merci tout d'abord, Alexis, pour ton invitation. Alors, effectivement, Stock est un des seuls opérateurs en France de compensation carbone qui développe des projets reconnus par le ministère de la Transition écologique. Pour nous, la compensation carbone, c'est une des clés de la transition énergétique et doit être un vecteur d'accélération du changement de pratique dans tous les secteurs. Elle doit évidemment intervenir après avoir évité et réduire, mais la compensation carbone peut devenir de la réduction. Je ne sais pas si je suis clair dans ma manière de présenter le sujet.
Ah, vous m'entendez mal? On t'entend, mais si tu arrivais à te rapprocher du micro ou si tu avais peut-être un micro, on t'entendrait encore mieux. Pardon. C'est mieux comme ça ou pas? Oui. Pardon. Donc, chez SOC, nous, on est persuadé que la compensation carbone de nos émissions, ça va passer par le développement de solutions d'évitement ou de réduction d'émissions ailleurs. On parle en général d'insetting et de contribution. C'est le mot que tu as évoqué tout à l'heure, Alexis. Lorsque on fait la compensation avec SOC en France, on va essayer de trouver des filières d'avenir et de développer des compensations carbone dans des filières d'avenir françaises. C'est le cas, on l'a vu avec Nespresso qui avait travaillé avec Pure Projet, alors dans un autre domaine à l'international, mais qui avait Nespresso avait financé la plantation de caféiers au Guatemala et en Colombie pour amorcer le futur de sa filière. Donc à chaque fois, la compensation carbone doit être reliée à l'activité principale de l'entreprise. Et aujourd'hui en France, on compense principalement dans les forêts, soit en reboisement ou en boisement, ou encore dans le secteur agricole, en accompagnant les agriculteurs pour diminuer leur pratique, leur consommation de et qui sont les sociétés qui compensent? Est-ce que c'est des sociétés du numérique? Est-ce que c'est des sociétés industrielles? Alors oui, en fait, on a fait le constat là, ces derniers, je pense, 6 mois, qu'on a énormément de secteurs d'entreprises du numérique qui se tournent vers la compensation carbone. Et alors ces entreprises, ça peut être aussi bien des opérateurs mobiles que des data centers, que des éditeurs de sites internet. Ils sont tous intéressés à réduire leur impact. Ils font tous le même constat, c'est qu'ils sont toujours dans les nouvelles technologies, vers l'avenir, vers le futur, et qu'un futur dans lequel ils ne développent pas et ils ne luttent pas contre le réchauffement climatique n'est pas viable pour eux. Et généralement, la majorité, la grande tendance de ces acteurs-là, c'est qu'ils sont déjà engagés en interne dans les démarches d'évitement et de réduction. On a un de nos contributeurs qui possède un data center dans le nord de la France. Avant d'aller vers la compensation carbone, il a optimisé au maximum sa consommation d'énergie et la chaleur générée par ses serveurs, il l'a redistribuée dans un réseau de chauffage urbain pour pas qu'elle soit perdue. Donc il est allé au maximum de ce qu'il pouvait faire avant de se tourner vers ces émissions résiduelles qui étaient incompressibles et dans lesquelles il a souhaité compenser. Merci. Et alors, peut-être Thibaut, pour réagir, donc, je le rappelle, hein, le numérique, c'est 40% des émissions, c'est les terminaux. Après, c'est effectivement aussi les serveurs. On est amené à en consommer de plus en plus. Nos vies sont de plus en plus digitales. Un Américain moyen posséderait 13 objets connectés. Moi, je pense que j'en ai déjà plus, mais bon, je travaille là-dedans. Alors, comment réduit-on les émissions? Enfin, et dans quel cas est-ce qu'on les compense? Peut-être Thibaut qui a l'habitude de proposer. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, c'est un sujet assez vaste parce que pour le sujet de l'IT, ça implique à la fois des administrateurs réseau, des acheteurs, des utilisateurs IT et puis monsieur tout le monde finalement parce que si on prend les utilisateurs d'IT en entreprise, voilà, tout le monde a un téléphone, les double SIM sont encore loin d'être généralisés. Beaucoup de gens ont un téléphone professionnel, même je vous rassure, c'est peut-être inquiétant, mais il y a beaucoup de consultants en développement durable qui ont toujours 2 téléphones posés l'un à côté de l'autre. On a ce sujet, avoir une certaine sobriété et limiter le nombre d'équipements. On a un enjeu de toujours avoir du matériel qui marche, mais de ne pas le renouveler tous les ans, parce qu'on a cette histoire de durée de vie qui est très importante pour l'impact. Ça a été dit plusieurs fois, l'impact, c'est lié à la fabrication. Un laptop tel qu'il est devant moi, c'est généralement à la fabrication en ordre de grandeur entre 250 et 300 kg équivalent CO2. C'est beaucoup par rapport à l'usage et on le voit tout de suite avec une simple règle mathématique. Si on lisse ça sur 1 an et demi et si on lisse ça sur 3 ans ou 4, c'est pas la même chose sur des émissions annuelles. Donc, il y a travailler sur la durée de vie, travailler sur des solutions de réparabilité, c'est-à-dire que les entreprises ne se tournent pas systématiquement vers des réflexes de renouvellement de matériel, mais travaillent sur des enjeux d'écran à réparer, de batterie à changer. Alors, on a des smartphones qui
qui verrouillent de plus en plus leur batterie. Ce n'est pas forcément si évident que ça, mais c'est des vraies logiques pour diminuer l'impact carbone. C'est aussi se poser la question de l'hébergement des données. On a tous de plus en plus de données. Ce n'est pas forcément un mal parce que ça permet souvent de bien travailler ensemble, mais se poser la question, où est-ce que je stocke mes données? Est-ce que je les stocke dans un endroit et dans un pays où c'est relativement efficace? Donc, quand on renouvelle des appels d'offres sur de l'hébergement de données, se poser la question de l'efficacité des data centers et donc finalement des besoins de froid par rapport à l'efficacité électrique du matériel. Donc, se poser ces questions-là, se poser les questions d'approvisionnement énergétique des prestataires. Et ça veut dire leur poser ce genre de questions parce qu'aujourd'hui, on a certains prestataires qui ont encore du mal à donner ce genre d'informations. Et donc, il s'agit de généraliser ce genre de pratiques. Donc, tout ça, c'est un ensemble. Et puis, pour les utilisateurs, c'est bien sûr avoir des pratiques courantes sur les boîtes mail, sur l'espace, sur le stockage de chacun, sur une certaine sobriété dans les documents pour diminuer la taille des documents. Donc, c'est un ensemble de choses. C'est un vrai travail d'acheteur, c'est un vrai travail dans la relation qu'on a avec ses prestataires IT et c'est un vrai travail pour chacun, finalement, au quotidien pour gérer la mise en veille, les espaces de stockage. On peut lancer en parallèle, je ne suis pas forcément pour avoir 3 étapes distinctes, dans mesurer, réduire et compenser. On peut commencer un travail de financement de projet en parallèle de sujets de réduction. C'est tout à fait envisageable. Mais voilà, au niveau de la réduction, ce qui peut être fait, il y a d'autres choses que j'oublie sans doute. Ok, merci. Pardon, vas-y, Gilles, tu voulais rajouter quelque chose? Non, Guillaume. Pardon, je me permets de rebondir parce que ce que tu disais, Thibaut, est vraiment dans la visée de la compensation carbone française. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a une méthode de compensation qui est en train d'être développée par Remade qui permettra de reconnaître le reconditionnement de petits matériels électroniques comme de l'évitement carbone et donc qui générera des crédits carbone qui seront finançables par les entreprises françaises. Donc, c'est vraiment amorcer la filière de reconditionnement du numérique à travers les terminaux. Donc, est-ce que ça veut dire, peut-être Gilles, tu peux nous aider à répondre, qu'à partir du moment où je reconditionne mon smartphone, que je bascule d'une agriculture très intense en intrants à quelque chose de plus biologique, que je fais moi-même un effort de réduction, je peux devenir moi-même acteur de compensation? Enfin, ou est-ce que, enfin, pour pas introduire plus de confusion, mais est-ce que quand tu labellises un projet bas carbone d'évitement de CO2, est-ce que finalement une pratique de changement de comportement ne pourrait pas être à terme labellisable? Enfin, si je réduis de moitié mon empreinte carbone par mes efforts, est-ce que je peux pas être payé presque par les autres parce que je compense leurs émissions? Enfin, je tire un peu mais enfin, d'une façon générale, je pense que tu fais référence à différentes versions de la taxe carbone. Ce sujet est un sujet qui est un serpent de mer depuis maintenant 20 ans. Généralement, c'est un repoussoir pour un certain nombre d'acteurs politiques plutôt situés à gauche. Moi, je suis de ceux qui sont des militants très actifs en faveur de ce qu'on appelle un dividende carbone, c'est-à-dire le fait de taxer très lourdement le carbone avec une pente qui va de 50 à probablement 150, peut-être même 200 euros d'ici 2050, mais partir aujourd'hui à 50. Mais pour éviter effectivement d'avoir une sorte de flat tax ou de taxe qui soit non progressive et qui touche plus particulièrement les faibles revenus et les précaires, de redonner la totalité de cette taxation de façon égale. En d'autres termes, si je suis un foyer à très faible revenu, je vais toucher l'équivalent de mes émissions de carbone annuelles, à peu près 500 euros. Si je suis un milliardaire
avec un jet privé qui émet beaucoup de carbone, ben, je vais aussi toucher 500 €. En revanche, je vais être massivement taxé. Donc, c'est un modèle qui est extrêmement redistributif. Ça c'est important de le dire parce que moi, je suis de ceux qui pensent que face à l'ampleur de l'enjeu, on est obligé d'avoir des mesures de régulation extrêmement fortes pour y aller. C'est-à-dire que les initiatives personnelles, c'est super. Et moi-même, là, le portable que j'ai, je me félicite de pouvoir dire que je l'ai depuis bientôt 4 ans. Il est tout pourri, mais j'en suis super fier finalement. C'est pas le dernier modèle, c'est un Samsung S7, je crois. Voilà, bon, c'est ma petite initiative, mais c'est loin d'être suffisant. Et les labellisations, je pense que Guillaume le sait mieux que personne. Il y a franchement une forme d'abus dans ce domaine qui est juste incroyable. Je discutais avec le patron de Free l'autre jour et il me disait, c'est pas compliqué. Nous, on peut neutraliser toutes nos émissions de CO2 pour 1,5 million par an. Il me disait ça en disant qu'il trouvait ça scandaleux. Et donc, voilà, c'est de ça dont on parle. Ça veut dire qu'en gros, on se donne une bonne conscience en étant un énorme groupe qui fait plusieurs milliards d'euros de revenus pour 1,5 million d'euros par an. Alors, quand c'est quelqu'un qui a cette conscience, et je peux vous dire que Free fera un certain nombre d'annonces, je pense prochainement sur ce sujet, ils ont des choses à dire là-dessus. C'est bien parce qu'ils essaient d'aller plus loin, mais vous avez tout un tas de boîtes qui vont vous faire du greenwashing en vous disant, ben voilà, on est neutre en carbone, par exemple. Et ça, c'est extrêmement problématique. Et là aussi, le travail du marché n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que le marché, il a fait des labels, et ces labels, aujourd'hui, on n'y comprend plus rien. Allez acheter une boîte de café en vous disant que vous allez à la fois faire vivre un petit agriculteur, avoir des externalités positives, vous avez au moins 20 labels différents. C'est la même chose pour la neutralisation carbone. Ceci étant dit, moi je tiens à le dire parce que c'est quelque chose qui m'est cher. Moi je pense qu'en France, on a vis-à-vis du numérique un atout extraordinaire. Je sais que ça va faire sauter au plafond pas mal de monde, mais c'est le nucléaire. On a l'une des énergies les moins carbonées au monde, en tout cas pour un pays qui n'a pas beaucoup d'hydroélectrique, parce que les pays scandinaves sont mieux que nous, mais parce qu'ils ont de l'hydroélectrique, on est le meilleur au monde. Et donc, moi, je trouve qu'on devrait avoir une politique active d'attraction des grands acteurs du cloud, parce que clairement, on a à la fois de l'énergie pilotable, on peut demander cette énergie sur demande, et en même temps, on se balade aux alentours des 61 grammes par kilowatt heure produit. C'est un record mondial. C'est-à-dire la moyenne mondiale, elle est 8 fois plus élevée que la France, et la moyenne OCDE, elle est 6 fois et demi plus élevée. Merci. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Je pense que Guillaume aura envie de répondre sur qu'est-ce qu'un bon label bas carbone, mais Thibaut, tu avais envie de réagir. Donc oui, mais je voulais juste effectivement réagir à la compensation, la façon dont ça doit être vu aujourd'hui. La compensation ne doit pas être vue comme finalement une façon de se défausser ou de se soulager pour dire c'est bon, je suis neutre. Effectivement, il y a plusieurs problèmes par rapport à ça. Déjà, l'affirmation individuelle de la neutralité, elle peut poser problème quand on regarde la définition de la neutralité que j'ai donnée tout à l'heure, puisque le problème, c'est qu'on émet une année et puis on vient faire des efforts les années d'après, donc on n'est pas sur la même période de temps. La neutralité, ça doit rester en plus un objectif collectif. Et puis, cette définition de la neutralité que chacun se donne, elle fait référence à des périmètres qui sont tous différents. Je ne vais pas analyser finalement tout ce qui sort toutes les semaines dans la presse sur du saumon neutre, de la bière négative, etc. Mais on ne parle jamais du même périmètre d'émission, des mêmes postes d'émission. Est-ce qu'on parle des émissions directes, du scope 2 ou du scope 3, si on se réfère à du jargon un peu comptabilité carbone? Donc là, il y a un véritable problème de lisibilité parce que je pense que les entreprises et les consommateurs peuvent être perdus par rapport à ça. Ça rejoint la difficulté de décrypter des labels en acte d'achat. Mais effectivement, quelqu'un qui mène cette action et qui ne choisit pas véritablement ses financements de projet parce que son objectif est juste de pouvoir poser une étiquette « je suis neutre » sur ses produits,
c'est contre-productif. Il ne faut pas perdre de vue que cet objectif de neutralité, on est tous là-dedans et que c'est l'occasion finalement de venir financer à la fois des projets de territoire, des projets avec des belles externalités positives sur l'environnement et sur le social, et que ce n'est pas une exonération, cette compensation. Oui, j'aurais tendance à dire qu'à partir du moment où un des problèmes du réchauffement, enfin l'économiste Nordhaus l'a dit, c'est de ne pas mettre un prix sur le carbone. Si on met un prix sur son propre carbone, peut-être qu'on peut mettre un prix sur la réduction ou mettre un prix sur la compensation. Qu'est-ce qui coûte le plus cher? En tout cas, Guillaume, par rapport à cette question du droit à polluer, en fait, que peut représenter la compensation, Thibaut vient d'y répondre un petit peu, mais vu que toi, tu vas aider à labelliser des projets et donc finalement mettre un prix, une subvention sur des externalités positives que sinon le marché ne prendrait peut-être pas en compte. Qu'est-ce que tu réponds à une critique qu'on doit te faire, j'imagine, quand même souvent? Alors, juste avant, je reviendrai sur le manque de lisibilité des labels évoqués par Gilles et Thibaut. Effectivement, aujourd'hui, il y a à peu près un label par pays ou par entreprise. Enfin, tout le monde donne un peu son avis sur la compensation carbone et n'a pas les mêmes critères. Depuis 2019, en France, le gouvernement a mis un label. Donc, c'est un label d'État. Tout de suite, on change un peu de cadre. Le label, il ne va pas à l'entreprise qui a financé le projet, il va au projet. C'est le projet qui est bas carbone, ce n'est pas l'entreprise qui est bas carbone. Tout de suite, on change de terminologie. On essaye petit à petit, et ça c'est la mouvance des derniers mois, d'enlever le mot compensation et d'aller vraiment sur le mot contribution carbone. Contribuer à l'effort contre le réchauffement climatique et non pas compenser, faire un offset. Tu me parlais du droit à polluer et ce qui m'intéressait, c'est que dans nos précédents métiers, on travaillait sur le marché obligatoire du carbone. Et ce marché-là émet des quotas carbone et en plus de ces émissions, favorise en fait ce système d'échange et donc de droit à polluer. Chaque année, on a X tonnes de Alors, carbone. peut-être pas clair pour tout le monde, la distinction entre compensation et en fait certificat d'économie d'énergie. Donc, si tu peux peut-être clarifier, si ça ne t'embête pas. D'accord. Au début des années 2000, l'Europe a fixé ce qu'on appelle les quotas carbone dans le marché obligatoire du carbone. Tous les fournisseurs d'énergie, je crois qu'il y a à peu près 16 000 entreprises qui étaient concernées, doivent respecter un seuil de carbone annuel en pollution. Les entreprises qui n'utilisaient pas ces crédits-là pouvaient les revendre. Et donc, il y a un marché qui s'est créé de revente d'entreprises. Et d'ailleurs, il y a un film avec Benoît Magimel qui s'appelle Carbone, sur l'arnaque et la taxe carbone, une entreprise qui montait énormément de boîtes et qui finalement revendait seulement les quotas carbone de ces entreprises-là. Ce marché obligatoire, en plus d'être un peu le Far West, et d'être alimenté seulement par les gros, ça veut dire qu'il faut être un producteur d'énergie du type Total, Direct Energy ou autre, ne favorise, enfin si, les C2E favorisent l'émergence de meilleures pratiques dans la construction ou dans le transport automobile, mais n'a pas vocation vraiment à compenser les émissions. Et on achète un peu une conscience à défaut de payer une amende. À l'inverse, le marché volontaire du carbone et le marché volontaire de la compensation carbone en France, lui, est complètement basé sur le volontariat. Donc, les entreprises ne sont pas obligées de le faire. On pourrait dire, bah oui, mais elles le font pour le marketing. Oui, sauf que la compensation carbone en France a un rapport de 1 à 10 en termes de prix par rapport à la compensation internationale. Donc, si on cherche vraiment du marketing, il y a beaucoup de pays qui seraient prêts à accepter une compensation à bas coût. La compensation en France, elle est énormément encadrée. Donc, c'est juste peut-être un chiffre. Compenser une tonne de CO2 sur un projet, mettons, d'éolienne en Inde, ça peut aller de 5 à 10 euros. Et en France, on est plutôt de 40 à 60 euros. C'est ça. Et la moyenne tend à augmenter de plus en plus parce que toutes les actions qu'on met en œuvre dans les premières compensations et les premières réductions sont en fait les actions les moins coûteuses, entre autres dans le secteur agricole. À terme, on va commencer quand même à vraiment augmenter les prix de la compensation carbone pour aller plus loin et donc éviter et séquestrer plus de carbone. Donc voilà, donc ce rapport de 1 à 10 au niveau des prix du carbone et le fait que ça soit volontaire et qu'il n'y ait aucune obligation, pour moi, on ne peut pas vraiment parler d'un droit à polluer. C'est vraiment un volontarisme. Et à la différence des certificats d'économie d'énergie, où pour le coup, c'est au sens strict un droit à polluer. Ah oui, littéralement. Oui.
Mais alors, c'est intéressant. Et moi, je trouve que cette question du prix du carbone, donc de se dire que voilà, compenser une tonne, ça peut coûter 10 euros, comme ça peut coûter 50 euros si on le fait en France. À l'inverse, réduire ses émissions a aussi un coût par tonne. Donc, et, et je rebondis peut-être sur ce que disait Gilles. Il y a un certain nombre d'actions où on peut, je veux dire, à partir du moment où on met un prix sur la compensation, finalement, on commence aussi à mettre un prix sur la réduction de ces émissions. Donc peut-être qu'on peut arbitrer entre je compense les 1000 tonnes, mettons que mes data centers polluent, ou en fait j'héberge mes données à un endroit où elles polluent moins, à supposer que ce soit facile. Et en réalité, j'ai un arbitrage sur le prix de la tonne. Donc je ne sais pas, Gilles, ce que tu en penses, mais est-ce que tu penses que le pricing des émissions pour les entreprises du carbone est de nature à favoriser peut-être, je ne sais pas, une réimplantation des serveurs en France, profiter du nucléaire qui est effectivement décarboné pour développer un avantage comparatif numérique sur le carbone. Enfin, je ne veux pas tirer le sujet par les cheveux, mais Ouais. je te laisse. Ouais. Le sujet, c'est vraiment, ça dépend complètement de ce que vous faites. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, les gens me posent la question, me disent, mais quand j'envoie un mail, il paraît que ça consomme de l'énergie, donc il paraît qu'il faut vider son spam, etc. Alors, je vais vous dire tout de suite, le mail, c'est totalement, mais c'est l'épaisseur du trait. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour traiter des mails, mais même des grosses quantités de mails dans un data center, vous n'avez absolument plus besoin de rien. Ce qui consomme, c'est les activités qui sont à base de GPU. Il y a énormément de logique prédictive. Typiquement, un réseau social de type Facebook, il y a beaucoup de modèles à base d'intelligence artificielle sur différents processus. C'est incomparablement plus consommateur que le fait de faire fonctionner des mails. Donc, en fait, ça dépend. Je veux dire, là il y a beaucoup d'incompréhension sur ces sujets. Moi, par exemple, je pense que aller sur YouTube ou sur Netflix, paradoxalement, même si les quantités de données échangées sont extrêmement importantes, c'est entre 40 et 45% du web, la vidéo. Hein. Aux États-Unis, c'est 60% parce qu'on regarde plus de vidéos là-bas. Eh bien, ce n'est pas pour autant que ce sont des consommations importantes. Le traitement de la data est incroyablement plus consommateur que le stockage et le transport. En gros, les traitements sophistiqués, dans certains cas, vous pouvez être sur des rapports qui sont à 90-95% de la consommation. Donc, je crois que cette vision qu'on avait des années 2000 du mail, ça consomme beaucoup. D'ailleurs, qui sont évoqués dans les rapports du Shift Project, et c'est pour ça d'ailleurs que moi, ça me rend dingue de lire ces choses-là. C'est vraiment, ça ne tient absolument pas compte de la nature des infrastructures de données et de ce qu'ils consomment aujourd'hui. Il faut aller visiter un data center, il faut rencontrer des gens qui sont en charge de ce qu'on appelle l'urbanisation des grands systèmes d'information pour comprendre qu'on est rentré dans un monde totalement nouveau par rapport à ce qui préexistait il y a encore quelques années. Donc là je pense qu'il y a un travail d'éducation qui est important à faire sur ces sujets. Et puis, en ce qui concerne effectivement la nature de l'électricité des data centers, si vous voulez, aujourd'hui, quand on voit des acteurs comme certains des GAFAM, alors il y a eu une évolution assez notoire parce que récemment, Google et Apple ont déclaré qu'ils n'allaient plus faire du certificat d'énergie qui est, à mon avis, une escroquerie. C'est-à-dire l'énergie, elle ne peut pas stocker. Donc, en fait, c'est à l'heure où vous consommez que vous pouvez faire le bilan. Vous allez sur Electricity Map, là, pendant que je vous parle, vous allez avoir à l'instant même, quelle est la nature de l'énergie. Donc, si vous allez sur un service de Google en Californie, parce qu'ils ont des data certains dans le monde entier, à un moment T, parfois, vous êtes sur de l'énergie qui est à 500 grammes de CO2 par kilowatt. Et puis, parfois, vous pouvez descendre, s'il y a beaucoup de vent, beaucoup de soleil, vous pouvez descendre aux alentours de 80 grammes. Voilà, mais ces choses-là, c'est des choses qui sont compliquées. Il y a malheureusement
une communication qui me semble assez scandaleuse là-dessus. Et je pense que ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un bilan annuel de ces acteurs et qu'ils nous disent, voilà, en moyenne, quand vous êtes chez Facebook, vous êtes à tant de grammes. Et on verrait qu'à mon avis, on est plutôt aux alentours des 300 grammes du kilowatt que de ce qu'ils essayent d'afficher, c'est-à-dire une quasi-neutralité carbone par le biais assez problématique des certificats d'énergie, consiste à dire j'ai acheté de l'énergie produite par un tel, mais en fait cette énergie, je ne l'ai pas utilisée au même moment qu'elle est produite, ce qui fait que c'est pas vrai, je consomme beaucoup plus de carbone, enfin j'émets beaucoup plus de carbone que ce que je dis. Économiquement, ça ressemble à de la compensation en fait. C'est que ouais, mais différé dans le temps. C'est de la compensation, mais temps. différé dans le temps. Et donc, ça ne veut rien dire, parce qu'à certains moments, vous allez servir vos usagers avec une énorme quantité de carbone, et puis d'autres avec une faible quantité. Mais comme vous aurez acheté de la production qui viendra d'acteurs qui vont vous donner des certificats pour ça, vous avez beau jeu de pouvoir prétendre que vous êtes neutre en carbone. En réalité, si vous voulez de la neutralité, vous allez soit dans les pays scandinaves, qui encore une fois, ce qui est important, c'est d'avoir de l'énergie pilotable à bas carbone. Les deux grandes sources d'énergie pilotable à bas carbone, c'est le nucléaire et l'hydraulique. Voilà, nous, on a saturé tous les espaces où vous pouvez mettre des barrages et des steppes, enfin des barrages à deux bassins. Et donc, le reste, c'est du nucléaire. Le soleil et l'éolien, c'est pas pilotable. Et donc, ça a des taux de charge de 30%. Et en France, c'est un paradoxe de le dire, mais ça mérite d'être dit. Plus on met de solaire et plus on met d'éolien, plus on augmente l'empreinte carbone parce qu'on est obligé de la compenser avec des systèmes qui sont non nucléaires. En effet, et c'est un sujet qui enflamme beaucoup de monde. Juste peut-être parce qu'on arrive au bout du temps où chaque personne pouvait intervenir et je vous propose de passer aux questions, peut-être juste vous donner l'opportunité, Thibaut ou Guillaume, de rajouter quelque chose avant que je lise quelques-unes des questions qui ont été posées sur le chat ou qui ont été envoyées en direct. Et sinon, j'enchaîne. Non, conclure, bon, j'ai déjà pas mal parlé de compensation et de la façon dont on doit voir la chose. La question, c'est comment on vient articuler tout ça avec différentes parties prenantes. C'est ça qui est compliqué. Effectivement, on parle beaucoup de l'impact des data centers. Quand on se lance dans des projets d'évaluation des données, on voit que c'est la fabrication qui est là, mais ça ne veut pas dire non plus que l'accroissement exponentiel des données ne sera jamais un problème. La question, c'est comment on parlait tout à l'heure de réglementation qui n'était pas là sur cette sobriété numérique d'une certaine façon. Comment on avance sur ces sujets-là, et s'il n'y a pas de réglementation sur ce sujet, comment les entreprises, les organisations peuvent s'emparer de ce sujet de sobriété. C'est pareil pour les particuliers d'une certaine façon. Je lisais des choses sur les télé 8K, par exemple, qui servaient pas forcément à grand-chose par rapport à nos capacités oculaires. Donc ça, c'est un débat finalement d'articulation entre des projets de financement et des actions de réduction à mener. Puis il est 18h18, je ne veux pas forcément ouvrir un débat sur le nucléaire maintenant, surtout que je suis d'accord avec une partie des choses qui a été dite, bien évidemment. On voit bien que c'est des sujets complexes qu'on n'arrive pas forcément à traiter de façon exhaustive en si peu de temps. Il faut quand même laisser la possibilité aux gens qui nous écoutent d'avoir des réponses à leurs questions. Alors, je reviens un tout petit peu sur la notion de compensation. Il y a pas mal de questions dans le chat sur comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est pérenne, est-ce que planter un arbre, on ne va pas le couper demain, est-ce qu'on peut être assuré finalement des critères d'additionnalité, de pérennité, que chaque euro évite en plus. Alors, il n'y a peut-être pas d'ailleurs que les arbres dans la compensation. Mais c'est à ça qu'on pense. Guillaume, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ces critères et quelles garanties tu peux apporter? Alors déjà, il y a plusieurs types de garanties. Il y a une garantie du ministère, c'est-à-dire que chaque projet qu'on vient faire, on va aller indirectement gréver les terrains d'une obligation de maintien de l'état boisé pendant au moins 30 ans. Derrière, il faut savoir qu'en France, la forêt française est relativement productive et génère une valeur. Donc, un propriétaire qui a déjà attendu 30 ans dans sa forêt sans couper
a parfois intérêt à encore attendre 20 ou 30 ans pour augmenter un prix à l'hectare, une valeur bois, lorsque les arbres seront matures. Un arbre, il va séquestrer du carbone dans sa croissance, à son âge adulte, ce qu'on appelle à sa révolution. Il va être à plus ou moins à l'équilibre entre ce qu'il va consommer le jour et ce qu'il va produire la nuit en CO2. Et du coup, parfois, il y a quand même un réel intérêt à aller couper ces arbres-là pour aller en replanter, donc toujours en maintenant ça. Ça, c'est le premier mécanisme ministériel. Nous, d'autre part, on utilise des mécanismes et fiscaux et de documents de gestion durable avec les propriétaires avec qui on travaille. C'est-à-dire qu'on les oblige à inscrire dans leurs documents de gestion durable de leur forêt des obligations de maintien de l'état boisé. Et peu importe si succession il y a, si faillite ou autre, ces documents sont transmis lors de la cession des terrains devant le notaire et donc font foi et sont à respecter. Je ne sais pas si j'ai répondu Non, comme il fallait. je crois. De toute façon, les gens peuvent te contacter derrière s'ils n'ont rien compris et qu'ils veulent que tu leur réexpliques, mais je pense que c'est clair. Dans le temps qui nous reste, je vois beaucoup de questions finalement sur qu'est-ce qui devrait être obligatoire, qu'est-ce qui doit être régulé. Gilles l'a un peu évoqué, de choses qu'on devrait peut-être interdire et que ce soit des normes dures d'obligation d'interdiction ou des normes soft de qu'est-ce qu'une norme qu'une entreprise peut implémenter. Donc, peut-être pour commencer sur les normes, les standards de réduction. Thibaut, tu l'as un peu évoqué au début, mais donc il y a une question, et après je demanderai à Gilles qu'est-ce qu'il pense des normes dures, qu'est-ce qu'on peut interdire. Donc, il y a des frameworks pour initier un changement dans les départements IT des entreprises. Voilà une question qui a été posée. C'est compliqué. De façon générale, quand on parle de politique énergétique et environnementale, on parle moi j'aime bien utiliser l'expression la carotte ou le bâton. Est-ce qu'on est sur l'incitation ou sur l'obligation? Si on parle du CO2 pour les entreprises qui ne sont pas des gros émetteurs et qui sont soumis au marché des quotas européens depuis des années, il y a aujourd'hui pas de cadre général sur la réduction de leurs émissions de CO2. Il y a des cadres sur le décret tertiaire avec la réduction de leur patrimoine, des émissions, enfin des consommations énergétiques de leur patrimoine immobilier qui se mettent en place. Sur l'IT, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de réduction. Ce qui va se passer dans les années à venir, c'est qu'aujourd'hui, on a une stratégie nationale bas carbone avec, par secteur d'activité, des quotas, des montants d'émissions à ne pas dépasser. La question, c'est comment on vient avoir finalement quelque chose de contraignant ou d'incitatif pour les entreprises, pour les acteurs économiques, pour respecter ça. Aujourd'hui, je ne sais pas vous répondre sur la façon dont ça va se répercuter sur les entreprises. Si une entreprise aujourd'hui a envie d'avoir un ordinateur portable et un ordinateur fixe plus un écran de télétravail par salarié, elle le peut. Ça ne correspond pas à un usage aujourd'hui et à une sobriété qui serait nécessaire, mais elle le peut. La question, c'est comment on mène en place s'il n'y a pas ces interdictions au niveau étatique et cette régulation, une certaine sobriété au niveau des DSI. Et heureusement, et la bonne nouvelle est là, c'est qu'il y a beaucoup de DSI qui, par rapport aux achats, par rapport aux pratiques et par rapport à un choix de prestataire, sont en train de bouger et d'aller vers cette certaine sobriété, parfois pour des raisons de coût, parfois pour quelque chose d'un peu plus sain. D'accord. Et donc, on n'a pas, en tant qu'entreprise, d'obligation de s'embarquer sur une stratégie de réduction d'émissions. On a des obligations pour les entreprises d'une certaine taille de réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre et donc de venir évaluer les émissions du scope 1 et du scope 2 et de venir présenter un plan d'action et le présenter sur la plateforme de l'ADEME. Là, il y a quelques sanctions, bien sûr. Si ce n'est pas fait, ça commence à être mis en place. D'accord. Et alors, Gilles, tu as évoqué des choses que tu voudrais voir interdites ou ou encouragées. Donc, c'est toujours où tu as parlé de taxe carbone aussi. Est-ce que tu accepterais de conclure un peu sur comment tu imagines un cadre législatif peut-être plus contraignant pour justement nous obliger à réduire nos émissions, peut-être à les compenser. En tout cas, j'aimerais avoir ton avis.
Ouais. Alors, je l'ai dit, je le redis, mais vraiment, moi, je pense que les systèmes méta sont les plus efficaces. C'est-à-dire que le problème, quand on a le régulateur qui s'immisce dans tout, c'est que à la fin, on a des effets de bord qui sont énormes. Si vous dites, ben, on va interdire aux gens d'acheter des terminaux, je sais pas, ils vont les louer, ou enfin, il peut se passer un certain nombre de choses. Donc, moi, je suis vraiment un ardent défenseur d'une taxe carbone et qu'après, ce soit l'innovation qui permettent de répondre à cet enjeu. Et ça, c'est sur le carbone. Sur les terminaux, c'est un petit peu différent parce que les terminaux, leur externalité, c'est pas uniquement le carbone, c'est aussi les conditions d'exploitation, de l'extraction des métaux rares, des terres rares dans un certain nombre de pays généralement extrêmement pauvres, où par ailleurs on déclenche des guerres pour pouvoir atteindre ces métaux. Donc il y a un enjeu qui est particulier et qui fait qu'au-delà de la taxe carbone, je pense qu'il faut mettre fin à cette gabegie incroyable qui consiste à faire en sorte que ce soit une forme de prestige que d'avoir le dernier terminal. Et au-delà de ça, on a une contrainte, une réglementation européenne qui impose d'atteindre un certain nombre d'objectifs en termes de recyclabilité de l'électronique. On est presque 30% en dessous de l'objectif CD. C'est-à-dire qu'en France, on doit être aux alentours de, peut-être que quelqu'un peut me corriger si je dis une bêtise, mais aux alentours de 50% de l'électronique recyclée. Et l'obligation à laquelle on doit être conforme, c'est 2022, je pense 90%. Voilà, donc là, il y a un vrai travail. Et en plus, c'est vraiment tout à fait dommage qu'on ne sache pas faire ça parce que ça, c'est du ressort de la puissance publique. Car le fait d'introduire l'obligation pour les municipalités de mettre et les magasins de vente, de mettre en place des filières de tri, de créer les conditions de la régulation pour que ça apparaisse et que ça fonctionne bien. Voilà, les Hollandais qui sont, le Pays-Bas qui est le plus avancé, est déjà aux alentours de 85%. Donc ça montre bien qu'on est tout à fait capable de le faire. Et puis enfin, je l'ai dit, mais je le redis, je pense que voilà, eu égard à la qualité de l'énergie française et électrique, on devrait créer vraiment une forme de politique industrielle pour ramener des data centers. L'autre aspect qui milite dans ce sens, c'est qu'on est dans une plaque d'interconnexion entre l'Atlantique, l'Asie et l'Afrique, qui justifie d'autant plus que ces data centers soient implantés en France. Très bien. Thibaut ou Guillaume, est-ce que vous voulez ajouter et conclure là-dessus? Je voulais juste répondre à la dernière question de Sébastien Tissot ou Seb Tissot sur le sujet de l'obligation. On a une difficulté effectivement là qui est soulevée avec Microsoft. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir quelque chose de standardisé de la part des fournisseurs de données. Je le vois en menant pas mal de stratégies bas carbone et en s'intéressant aux prestataires de mes clients. On en a certains qui jouent parfaitement le jeu, c'est-à-dire que j'ai un reporting carbone, je sais comment ils ont calculé leurs émissions, je sais quel est le PUE de leur serveur, où c'est situé et comment ils ont calculé ça. J'en ai d'autres qui vont me dire « vous inquiétez pas, je suis neutre et de toute façon, ma méthode est confidentielle, circulée, il n'y a rien à voir ». Donc aujourd'hui, on n'a pas encore ce niveau d'alignement par le haut. On y travaille avec certains prestataires qui sont importants, mais il n'y a pas encore cette exigence-là, malheureusement. Très bien, merci. Et Guillaume, est-ce que tu... Pour donner peut-être une petite touche d'optimisme, Désolé. ça va finir finalement la compensation, enfin pas la mesure de ces émissions. On voit qu'elle va apparaître dans le secteur de l'immobilier avec la réglementation environnementale 2020. Toute nouvelle construction devra fournir un bilan carbone. Et cette prise de conscience d'un secteur qui est éloigné du numérique entraîne petit à petit quand même la notion de bon élève et de mauvais élève carbone. Et tout le monde va s'emparer du sujet. On va pouvoir enfin avoir cette notion du carbone qui est pour l'instant très abstraite et intangible. Quand on va finir par se rendre compte que 1 mètre carré de béton, c'est l'équivalent d'1 tonne de carbone, on commence à avoir des frayeurs, alors qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une tonne de carbone. Une tonne de carbone, ça peut être 6, 7, 8 arbres.
Donc, pour faire 1 mètre carré de béton, enfin, c'est tous ces chiffres-là qui, lorsqu'ils vont réussir à être diffusés dans la masse, vont prendre de l'ampleur. Je voulais également rebondir sur ce que disait Gilles sur la taxe carbone. On a fait un constat quand on a monté Stock, c'est que 2 fois, le gouvernement a essayé de taxer le carbone chez l'individu. 2 fois, il y a eu des manifestations d'ampleur, bonnets rouges et gilets jaunes. Et j'ai l'intime conviction que c'est les entreprises qui emmèneront la transition énergétique et que l'individu, malgré tous ses efforts, même s'il arrive à passer de 12 tonnes à 4 tonnes de carbone annuel, il n'arrivera pas à faire bouger les choses tant que les entreprises ne sont pas emparées du sujet. Bon, mais, Je suis d'accord. si vous me permettez donc de conclure et d'abord de remercier Thibaut, Guillaume, Gilles et tous ceux qui nous ont écoutés. Alors, on a couvert beaucoup de sujets et je suis désolé si parfois on est passé du coq à l'âne, mais je pense qu'il y a quelques constantes qui sont ressorties. C'est d'abord la volonté de mesurer précisément les effets. Et qui peut être d'abord un acte volontaire micro ou macro et ça, qui conditionne en fait tout le reste, qui conditionne la possibilité de taxer, qui conditionne la possibilité simplement de progresser, même de compenser, de combien faut-il compenser. Moi, personnellement, mais je prêche pour ma paroisse avec Greenly, on pense que tout le monde doit pouvoir mesurer ses émissions, toute entreprise, quelle qu'elle soit sa taille, doit pouvoir le faire. Alors, on travaille comme les autres ici à le simplifier avec de la technologie. Et puis, après, il y a la question de qu'est-ce qui devient obligatoire. Si personnellement, je me hasarde à un peu une prophétie, c'est qu'effectivement, l'obligation de reporter ces émissions, que ce soit sur le numérique ou va cesser de s'élargir. On voit déjà que l'obligation de bilan carbone s'étend à de plus en plus d'acteurs, que les seuils baissent, que la fréquence augmente, que les amendes augmentent. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas dire à toutes les entreprises de le faire parce que c'est perçu comme quelque chose qui a un coût prohibitif. Donc, c'est là aussi où il faut développer au niveau des serveurs, au niveau des outils, au niveau des entreprises, un certain nombre de choses qui réduisent ce coût. Et pour moi, c'est l'alliance parfaite entre la techno et, à mon avis, la régulation. C'est-à-dire que la techno rend possible de nouvelles régulations d'élargissement. Donc, c'est évidemment un point de vue très personnel et qui est très lié à ce que fait Greenly, mais j'ai la conviction que c'est le sens de l'histoire. Donc, si vous me permettez, je m'arrête là-dessus. De toute façon, on a enregistré l'intervention, on la met en ligne et puis je vous laisse offline nous poser toutes les questions que vous voulez. Moi, je vais mettre mon adresse sur le chat et puis là-dessus, je vais mettre fin à la discussion si ça vous va. Merci. Merci encore de votre participation et à bientôt, j'espère. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci.